Dans l'espace, moi je vous propose de voyager un petit peu dans le temps pour vous parler des défis de la Silver Economy. Alors ce voyage dans l'espace, moi je vous propose de vous situer 2 siècles et demi en arrière, à peu près, allez, 1750. Est-ce que vous savez quelle était l'espérance de vie à la naissance ? 28 ans. 28 ans. Donc imaginez-vous que peu d'entre nous seraient là aujourd'hui, à la fois pour vous parler, je commence par moi, et puis à la fois pour m'écouter. Donc je vais vous présenter un peu les grands défis de la Silver Economy, et puis à chaque fois d'essayer d'illustrer sur la partie innovation. Alors le premier défi de la Silver Economy, c'est la démographie, bien sûr. C'est un phénomène qui est complètement inédit dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On n'a jamais vécu aussi longtemps. Alors après, certains vont vous dire, oui, c'est très bien de vivre longtemps, encore faut-il vivre en bonne santé, bien sûr. Mais ce phénomène inédit touche tous les pans de la société. Le monde du travail, le logement, la santé aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument révolutionnaire et dont on commence à peine à mesurer les impacts sur la vie de tous les jours et sur l'équilibre global de la société. Et puis c'est un phénomène qui n'épargne personne. Il est universel, ce phénomène. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on habite à la campagne, qu'on habite en ville, ça touche tout le monde. Et de façon très hétérogène, selon les cultures, selon les pays, selon les maturités aussi des sociétés. Pour ceux qui étaient au Maroc, vous vous souvenez, j'avais posé une question. Que deviennent les retraités marocains ? Oh, c'était pas leur sujet. Vous vous souvenez, ils avaient dit, oh, ils ont travaillé, ils sont épuisés. Ils veulent faire leur pèlerinage à la Mecque, et puis en gros, après, ils attendent la mort. Vous voyez, donc, quand on regarde nos propres sociétés, nous, on n'en est pas là, et heureusement. On est passé à autre chose. Donc ça, c'est un défi énorme. Deuxième défi, c'est celui de la sémantique. Ah, le senior. Personne ne veut s'appeler senior. Et puis, si on regarde un petit peu, vous allez voir la diversité des situations. Les plus jeunes seniors, c'est qui ? C'est dans le monde sportif. Eh oui. Il y a des sportifs dans la salle ? Ouais, il y a des vétérans ? Eh oui, on est vétéran à partir de 35 ans. Il y a des DRH ? Non, il y en a peu. Hein. Bon. Les DRH, vous savez, le plan senior dans les entreprises, 45 ans. Bon, il y a des représentants de l'État. Il y a des publicitaires. Les publicitaires, c'est 50 ans. Vous vous souvenez, la ménagère de 50 ans. Si vous n'avez pas votre Rolex à 50 ans, vous êtes cuit, etc. Ouais, il y a des imaginaires collectifs comme ça. Et puis, quand on est représentant de l'État, quand on fait des lois, l'âge des seniors, c'est un peu plus tard, c'est 60 ans. Les politiques de prévention de la perte d'autonomie, c'est 60 ans. La loi ASV, adaptation de la société du vieillissement, c'est 60 ans. Et puis, bon, vous connaissez tous un médecin dans votre famille, dans votre entourage. Les médecins, eux, ils vont vous dire, vous êtes senior quand vous avez atteint l'âge de 70 ans, en moyenne, bien sûr. Donc vous voyez que cette définition même du senior, elle est très diverse. Elle est très variée et elle dépend de là où on la regarde, cette notion. Alors cette sémantique aussi, elle a des effets sur les parcours de vie. Alors les parcours de vie, souvent on aime bien catégoriser les seniors, même si en fait c'est quasiment impossible. Parce qu'en fait il y a autant de seniors qu'il y a d'individualités. Alors il y a quand même des grands traits, il y a les seniors dits actifs, il y a les seniors qui commencent à avoir des fragilités, c'est-à-dire un petit bobo. Voilà, ça commence comme ça, de manière parfois très sourde. Et puis, il y a ce qu'on appelle la dépendance. Alors ça fait toujours un tout petit peu peur, mais je voudrais vous rassurer, parce que le taux de dépendance, il est relativement faible. Les plus de 60 ans, il n'y a que seulement 6% qui sont dépendants. C'est uniquement à partir de 85 ans qu'il y a à peu près une vingtaine de pourcentages des seniors qui sont dits dépendants dans les actes de la vie quotidienne. Alors la sémantique, elle est importante, avec aussi un petit côté un peu amusant, qui est celui de l'effet 15 ans de moins. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Quand vous regardez par exemple des publicités, ça ne vous arrive pas bien sûr, pour les produits seniors, vous mettez toujours en avant quelqu'un qui a 15 ans de moins. Et ça, c'est très humain. Si je vous interrogeais chacun d'entre vous, dans votre tête, vous vous sentez quel âge ? Vous allez vous mentir. 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans de moins. Voilà. Donc vous voyez, le rapport au temps, il est très très aussi divers. Et puis, voilà, on n'est pas très loin de l'Angleterre. La façon de nommer les seniors. Bon, 3e âge, 4e âge. Bon, les Anglais ont finalement plus de richesse de vocabulaire.
Il y a les young old, les jeunes vieux. Ensuite, il y a les old old, les vieux vieux. Puis après, il y a les oldest old, donc vraiment les très très vieux. Donc vous voyez, cette façon de nommer les choses est aussi importante. Et ça, c'est aussi un défi quand on veut adresser cette cible et innover dans ce domaine. Troisième défi, il est éthique. Ah, l'éthique. Quand on parle de senior, on parle parfois aussi, pas forcément le senior qu'on voit dans les magazines, qui part en croisière, etc., avec un sourire ultra bright, et puis la mer bleue turquoise en arrière-plan. Parfois, ce sont des situations qui sont rudes, socialement, médicalement, d'isolement, et donc il y a des fragilités. Et ces fragilités, il faut savoir les respecter, et puis il faut savoir les intégrer dans nos innovations ou dans nos politiques. Et ça, c'est un point essentiel, le respect de la fragilité et le respect aussi de la différence. L'aspect éthique, il est aussi lié au caractère inspirant de ce thème, notamment sur, quand on regarde un tout petit peu de publications sur ces sujets, vous allez voir qu'il y a des plafonds de verre sur la longévité humaine, 115 ans à peu près. Voilà. Bon, il y a des contre-exemples. Jeanne Calment, 122 ans, française. Donc vous imaginez que Jeanne Calment, qui regarde un congénère ou une cogénère nonagénaire de 30 ans, sa cadette ou son cadet, vous imaginez quelle jeunesse à 90 ans. Donc vous voyez encore toute cette relativité en fait du temps. Et cette éthique, elle porte aussi sur les lois de bioéthique et sur, on en a évoqué un petit peu les sujets, sur l'homme augmenté. Quand on a un pancréas artificiel, par exemple, est-ce qu'on est un homme augmenté? Bon. Quand on a un portable, est-ce qu'on est un homme augmenté ou un homme diminué? Bon. Et puis, ça dépend du moment. Vous voyez et puis, on pousse encore plus loin les réflexions. Il y a une société qui fait partie, d'Alphabet, vous savez, la holding de Google, qui s'appelle la Calico, la Californian Life Company, qui a comme objet social la recherche de l'immortalité. Vous voyez un petit peu les sujets. On pourrait imaginer de flasher aussi tous ces souvenirs, les numériser, et puis les remettre dans une autre enveloppe corporelle, en gardant ses souvenirs, en gardant sa culture, en gardant tout ça. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'innovation, Sandra parlait de l'innovation technique, elle pousse aussi à la fois nos responsables et puis notre propre éthique aussi à se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire sur ces sujets. Donc ça, c'est un défi énorme. Et puis, il y a un défi économique qui est aussi celui de la diversité des secteurs d'activité concernés par l'économie de la longévité. Il n'y a pas un marché de la silver. Il y a X marchés silver, puisque ça concerne la santé, ça concerne la mobilité, ça concerne l'équipement du foyer, ça concerne les transports, le tourisme. Donc vous voyez, c'est très difficile quand on adresse ce sujet, parce qu'en fait, ça adresse tous les actes de la vie quotidienne. Et puis, il y a un défi de financement aussi. Donc vous avez vu que les sujets s'est invité au débat public, deuxième jour de solidarité, financement d'un 5e risque, et puis l'enjeu des petites retraites, bon, en moyenne 1 000 €. Quand vous savez qu'un établissement vous coûte 1 500, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit aliéner son capital? Est-ce qu'on doit dilapider ce qui nous reste? Vous voyez tous ces enjeux liés au financement et au modèle économique. Notamment, ça, c'est des sujets de recherche que j'ai actuellement, qui sont... là, on est dans l'innovation pure, puisque rien n'existe aujourd'hui. Donc il y a le vertige de la page blanche, mais en tout cas, l'obligation de trouver des réponses concrètes. Le 5e défi, enfin, il est social. Je vais m'appesantir un tout petit peu dessus, parce que moi, j'ai mis en illustration une personne, parce que l'économie de la longévité, c'est parler des hommes et des femmes. Et quand je veux innover dans ce domaine, je commence par regarder les gens en leur disant « Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez vieillir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» Et là, il y a quand même quelque chose qui est essentiel chez ces gens, de dire, moi, ils le disent tous à plus de 80%. Ils veulent rester vieillir chez eux le plus longtemps possible. Ça, c'est un fait indéniable. Parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus sympathique, mais ce sont des défis aussi énormes. Comment je reste dans mon logement? Comment je fais quand j'habite loin des commodités? Comment je fais quand j'ai une maison à plusieurs étages? Comment je fais quand je ne sais plus conduire?
ou que je ne peux plus conduire. Donc vous voyez que ce sont des défis très impressionnants. Et sur ces sujets-là, moi j'ai pris le pari, alors avec la Poste, on a dit qu'on n'en parlait peut-être pas beaucoup, mais d'adresser quelques champs qui concernent ça, et notamment répondre à des grands enjeux du vieillissement. J'ai fait le choix d'en prendre 3 que je vais vous livrer. Le premier choix que j'ai fait sur les grands enjeux du vieillissement, c'est celui de répondre à ce qu'on va appeler l'effritement du lien social. Alors c'est vrai qu'on rigole un peu, parfois on dit « je meurs d'ennui ». Bon, ça nous fait marrer, nous. Sauf qu'il y a des gens, effectivement, dans leur vie, qui meurent de solitude. On ne le sait peut-être pas, mais c'est un fait important. Le deuxième enjeu, c'est celui de ce que j'appelle la fracture numérique. Aujourd'hui, elle est située à peu près à 75 ans, cette fracture numérique, et elle fait beaucoup peur à nos aînés. Nous, on est nés avec le digital, quasiment. Enfin, peut-être pas tous. Enfin, on est tous très habiles pour utiliser ces technologies. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance, et qui parfois sont angoissés à l'idée de s'entendre dire « maintenant, ma déclaration en ligne, je gagne plus de 15 000 €, bon, je vais devoir la faire en ligne ». C'est une obligation. Des démarches aussi pour avoir des dossiers de financement. Ça doit être fait en ligne. Qu'est-ce que je fais quand j'ai rien ? Vous voyez ? Donc ça, c'est un critère aussi d'exclusion. Et puis le troisième enjeu, c'est celui du service au domicile. Donc là, ça va bien finalement à la Poste, grand aménageur aussi, de pouvoir apporter du service au domicile lorsque la personne ne peut plus sortir de son logement. Ce qui peut arriver aussi. Et en termes d'exemple d'innovation, moi, je voudrais prendre un sujet qui est celui de, justement, apporter des éléments très concrets de réponse aux aînés pour rester chez eux. Et c'est pour ça que j'innove aujourd'hui sur une combinaison à la fois de nouvelles technologies et de services humains qui viennent accompagner les seniors dans ce nouveau paradigme pour eux. Donc, quelques illustrations. Bon, ça peut être une tablette numérique dédiée à l'usage des seniors et des primo-accédants au numérique. Ça peut être aussi des services de portage. Nos facteurs, par exemple, ne font plus que de la distribution de courrier, mais peuvent faire des visites de liens sociaux ou porter, par exemple, des médicaments. Voilà, c'est pour montrer des illustrations très concrètes et qui apportent aussi un bénéfice direct dans la vie quotidienne. Enfin, donc, la conclusion, moi, je voudrais partager avec vous sur quelques points, en disant que finalement, quand on travaille sur ces sujets, finalement, on se sent plutôt bien. C'est plutôt une noble cause. La première des raisons, c'est que finalement, on mesure souvent la grandeur d'une société à l'attention qu'on porte aux plus fragiles. Donc je pense que quand on s'adresse à ces sujets, quelque part, c'est aussi contribuer à cette dimension aussi de faire grandir l'humanité. La deuxième chose, c'est que comme je vous le disais, c'est inédit, et c'est notre génération aujourd'hui qui est aux commandes. Et quelque part, quand on décide aujourd'hui des choses, on prépare nos vieux jours. Et si on a quelque chose à se reprocher plus tard quand on sera vieux, il faudra dire « Ah ben, c'était toi qui étais aux commandes ». Et puis enfin, je pense que c'est un message très fort qu'on pousse à nos jeunes. Je parlais de l'économie de la longévité, du temps. Regardons cette jeunesse. Si elle voit aujourd'hui que la vieillesse, c'est de la décrépitude, c'est de la tristesse, c'est de l'isolement, c'est terrible comme message qu'on renvoie à nos jeunes, qui sachent qu'ils vont en prendre peut-être pour 80 ans, 90 ans. Et les bébés qui naissent aujourd'hui, ils en prennent peut-être pour 100 ans. Donc si on leur montre que vieillir est une chance et non pas une peur, je pense qu'on aura fait un grand pas aussi pour l'humanité. Merci beaucoup. L'immobilier, par essence, c'est un monde qui est assez conservateur. D'abord, pourquoi ? Parce que l'immobilier doit plaire à tout le monde, et dans le choix de plaire à tout le monde, on choisit de plaire au goût le plus moyen.